Vous êtes-vous déjà questionné sur l'origine de votre conscience? Quels sont les fondements de cette expérience intime, immédiate, qui constitue votre existence de chaque instant? Enfin, avez-vous déjà contemplé la complexité de votre corps, véhicule mystérieux de votre esprit, sans pourtant parvenir à plus de réponses tangibles? Chers spectateurs, cultivons ensemble votre curiosité, et explorons les bases de notre perception pour mieux entrevoir, peut-être, la nature profonde de ce qu'est un individu pense. Dans Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, publié en 1637, Descartes introduit le concept du solipsisme. Je pense donc je suis, ou cogito ergo sum en latin, solus signifiant seul et ipse soi-même. Le solipsisme, c'est donc être seul avec soi-même, une certitude intérieure face à un monde extérieur incertain. Cela peut sembler abstrait dans un premier temps, mais c'est assez simple. On peut l'imaginer comme ça, si tout autour de moi c'était une illusion, comme dans un rêve ou un film de science-fiction comme Matrix, il resterait au moins une chose incontestable, le fait que moi, je suis en train de douter ou de penser. Ça peut sembler abstrait de premier abord, mais on peut l'imaginer comme ça. Si tout autour de moi c'était une illusion, comme dans un rêve ou un film de science-fiction comme Matrix, il resterait au moins une chose incontestable, le fait que moi, je suis en train de douter ou de penser. Après, ce raisonnement a une conséquence un peu étonnante. Si je ne peux être sûr que de mon esprit, alors le monde extérieur, les objets ou les autres, la nature, pourrait n'être qu'une projection de ma conscience. C'est ça ce qu'on appelle le solipsisme. On peut imaginer comme si chacun vivait dans une bulle de réalité privée, sans certitude que les bulles des autres existent réellement. C'est un siècle plus tard qu'un autre philosophe vient secouer cette confiance en notre propre existence, David Hume, dans son Traité de la nature humaine, paru en 1739. Selon lui, nous ne pouvons être certains de rien au-delà de nos impressions sensibles. Il remet donc en question la causalité, l'unité du moi, et même la continuité de notre identité. Pour Hume, le moi n'est pas une entité stable, mais une simple succession de perceptions. Autrement dit, notre conscience serait une sorte de flux sans ancrage, une illusion de permanence. Pour Hume, le moi, c'est pas donc comme une statue solide, un roc, mais plutôt comme un fleuve en mouvement. L'eau y coule sans cesse, et même si on dit que c'est la même rivière, c'est jamais la même eau. Nos pensées, nos sensations et nos souvenirs se succèdent comme des vagues, et ce qu'on appelle moi, c'est rien d'autre en fait que ce flux. C'est un peu comme un film au cinéma. À la base, ce sont juste des images fixes qui défilent, mais pourtant, notre œil, il les perçoit comme une histoire continue et cohérente. Cette approche sceptique pose une question fondamentale. Si le moi n'est qu'un flux, comment expliquer la continuité apparente de notre expérience? Henri Bergson, à la fin du XIXe siècle, propose une réponse différente dans son essai sur les données immédiates de la conscience. Il rejette l'analyse du temps en unité mesurable et décrit la conscience comme une durée, un processus qualitatif, continu, où passé et présent s'interpénètrent. Contrairement à Hume, Bergson défend un moi fluide, mais réel, structuré par la mémoire et la perception. Là, Bergson explique que la conscience n'est pas une série d'instantanés collés les uns aux autres, mais plutôt une sorte de mélodie musicale. Si on coupe une chanson en petites notes isolées, on perd tout le sens, mais ce qui fait la musique, en fait, c'est le passage fluide de chaque note vers la suivante. De même, notre conscience est une continuité vivante, où passé et présent se mélangent, comme on l'a dit, comme des couleurs sur une palette. Cette conception préfigure ce que la psychologie moderne nommera plus tard le constructivisme, popularisé par Jean Piaget. À travers notre activité mentale, notre esprit fabrique un modèle intérieur du monde. Notre esprit reçoit un flot continu de stimuli, sons, images, températures, mouvements, mais il ne peut pas tout traiter et doit trier en sélectionnant la pertinence par organisation, restructuration de ces informations et en les associant à des souvenirs ou à des concepts déjà connus. Ce processus est l'activité mnémonique et permet de donner du sens à ce que l'on perçoit. Chaque perception devient alors un fragment, une construction intégrée dans un réseau plus large, celui de nos connaissances et de notre histoire personnelle. On peut comparer ça un peu comme une boîte de Lego. Notre cerveau reçoit plein de petites pièces colorées, les perceptions, mais il doit les trier et les assembler pour construire une forme qui a du sens. Sans cette organisation, on n'aurait qu'un tas de briques un peu éparpillées. Là, la mémoire joue le rôle de fil à coudre. Elle relie en fait chaque petit morceau d'expérience pour fabriquer une sorte de tissu continu. Sans ce fil, nos perceptions resteraient séparées et il n'y aurait pas d'histoire de soi. On peut voir notre conscience un peu comme une maison en construction. Elle n'existe pas toute faite dès le départ, mais elle se bâtit petit à petit avec les briques de nos expériences. Et ce que nous appelons réalité, c'est pas comme une photo parfaite du monde, c'est plus comme une peinture que nous fabriquons en permanence en choisissant les couleurs et les formes de notre mémoire et nos sens. Sans mémoire, pas de continuité. Et sans continuité, pas de moi.
Ce modèle part donc du principe que la conscience, à défaut de l'âme à qui voudra y croire, ne saurait être donnée d'emblée, mais doit se construire au fil des expériences. Autrement dit, la réalité que nous vivons, représentée par nos expériences subjectives, n'est pas un simple reflet passif du monde extérieur, mais une interprétation active, fabriquée par notre esprit, grâce à des processus cognitifs, sensoriels et mnésiques. Mais alors cet esprit, me direz-vous, d'où vient-il? Où est-il situé et surtout de quoi est-il fait? Pour répondre à cette question, la philosophie de l'esprit propose deux grandes pistes. D'une part le dualisme, qui distingue monde matériel ou physique et monde psychique ou spirituel, et d'autre part le monisme, qui considère l'unité indivisible de l'être. Alors le dualisme, c'est l'idée qu'il existe deux mondes séparés, comme si on disait qu'il y avait à la fois le logiciel, l'esprit, et le matériel, le corps, mais sans qu'ils soient réductibles l'un à l'autre. Le monisme, au contraire, c'est l'idée qu'il n'y a qu'une seule réalité, une seule substance. Euh, Tout est fait de la même pâte, et ce que nous appelons esprit, c'est qu'une forme particulière de la matière qui s'organise. Nous conviendrons du choix dans cette vidéo, si vous l'acceptez, d'une approche moniste matérialiste, c'est-à-dire que nous réduirons tous les phénomènes, y compris ceux de la vie sensible et raisonnable, aux propriétés de la matière. Cet esprit s'incarne dans la matière au travers du vivant, qu'il en soit de notre esprit ou de quelque conscience de qui voudra le considérer, pour chaque créature que l'on perçoit s'animer sur Terre. Ce processus est étudié par la biologie ou science du vivant. La vie elle-même reste difficile à définir. Son ontologie, c'est-à-dire l'étude de ce qu'elle est, et ainsi la capacité de lui donner une définition précise, échappe au consensus de par sa nature et de sa méconnaissance originelle, agissant comme une boîte noire. En clair, on sait que la vie existe, mais on ne sait pas encore vraiment la définir. C'est un peu comme essayer de définir ce qu'est exactement une histoire. On sait reconnaître un conte, un roman, un film, mais trouver une définition parfaite qui englobe toutes les formes, finalement, c'est assez difficile. La seule possibilité d'étude des mécanismes de la vie ne peut donc se faire par un raisonnement déductif, opération par laquelle on établit au moyen de prémices une conclusion qui en est la conséquence nécessaire, mais au contraire par l'induction, chercher des lois générales à partir de l'observation de faits particuliers sur une base probabiliste. Celle-ci s'applique par la méthode expérimentale. Autrement dit, on ne peut pas deviner la vie en théorie comme on résout une équation. On doit au contraire observer le vivant, accumuler des expériences et en tirer des lois générales. C'est un peu comme apprendre à cuisiner, on part pas d'un grand principe abstrait, mais on goûte, on ajuste, on expérimente, jusqu'à trouver les règles qui fonctionnent. À défaut d'émerger dans des lignes de code, comme les automates cellulaires dont le premier exemple a été Le jeu de la vie de Conway, paru en 1970, ils s'incarnent dans les cellules, unité du vivant. Donc on rappelle que la cellule est la brique de base du vivant, même les organismes les plus simples comme les bactéries savent déjà s'adapter, c'est un peu comme une mini-usine autonome, capable de détecter les changements autour d'elle et d'y répondre. Dès l'étude même des plus petits organismes unicellulaires, un ensemble de mécanismes chimiques ou physiques leur permettent de réagir aux variations de leur environnement. Cette machinerie intracellulaire est opérée par une famille de molécules produites par la cellule. Les protéines, dont la structure propre et leur interaction les unes aux autres, détermineront leur fonction individuelle. Alors les protéines sont comme les outils multifonctions de la cellule en quelque sorte. Certaines sont des marteaux, d'autres des tournevis, ou d'autres encore des pinces. Et en fait, leur forme ou leur structure détermine exactement ce qu'elle peut faire. Un peu comme une clé. La clé, elle n'ouvre qu'une seule serrure qui correspond à sa forme. D'une manière ou d'une autre, ces informations transmises par les protéines parviennent à une autre grande famille de biomolécules, les acides ribonucléiques, support du matériel génétique, dont le plus connu est l'acide désoxyribonucléique ou ADN. Selon les besoins de la cellule, celui-ci engendre alors la production de nouvelles protéines qui elles-mêmes apporteront en retour une modification des informations apportées vers l'ADN, exerçant alors une boucle de rétrocontrôle et d'ajustement. On peut imaginer l'ADN un peu comme une immense bibliothèque. Alors en fait, il y a un acteur intermédiaire qu'on appelle l'ARN, qui en serait comme le bibliothécaire. Il irait chercher un livre précis pour donner des instructions aux ouvriers de la cellule, qui seraient les protéines. Et en fait, ces protéines, ces ouvriers, ils construisent, ils réparent ou ils détruisent selon les besoins de la cellule. Et comme sur un chantier, parfois ils signalent à la bibliothèque qu'il faut réécrire ou adapter certains plans. C'est ça la boucle de rétrocontrôle en fait. C'est un peu comme un thermostat, il mesure la température, il ajuste le chauffage, et il reprend la mesure pour réajuster si besoin. De la même façon, en fait, l'ADN fabrique des protéines, et ces protéines renvoient des infos pour dire qu'il faut soit accélérer, soit ralentir, ou soit changer la production cellulaire. Pour certaines cellules,
Ces mécanismes sont assurés de manière plus ou moins homogène dans l'ensemble du volume de cellules. Ces cellules possèdent alors simplement une membrane cellulaire afin de les délimiter de leur environnement extérieur, et un intérieur dénommé cytoplasme. Pour d'autres cellules, des structures bien délimitées et structurées occupent leur cytoplasme. On parle alors d'organites, partie fonctionnelle délimitée de la cellule par analogie aux organes d'un corps. Certaines cellules sont très simples en fait. Imaginons juste une bulle de savon remplie d'un liquide. Cette bulle, c'est la membrane cellulaire, et le liquide intérieur, c'est le cytoplasme. Tout y est mélangé de façon assez homogène, sans pièces séparées. D'autres cellules sont comme une maison avec plusieurs pièces, et chaque pièce a sa fonction, comme la cuisine, la chambre, la salle de bain. Dans les cellules, ces pièces spécialisées sont appelées organites. Certains de ces organites sont les prémices des premières spécialisations sensorielles du vivant. Un des organites le plus notable est le noyau, qui concentre la quasi-totalité du matériel génétique d'une cellule. Toutes les cellules ayant un noyau sont classées dans le domaine des eucaryotes, ou vrais noyaux en grec, absents chez les bactéries et les archées. Le noyau, c'est comme le coffre-fort de la cellule, il garde bien protégé l'ADN, le plan directeur de la vie. Les cellules qui possèdent ce coffre-fort sont appelées eucaryotes. Celles qui n'en ont pas, comme les bactéries ou les archées qu'on vient de voir, elles gardent leur plan de construction en vrac, directement dans le cytoplasme. Selon leurs caractéristiques, les êtres vivants peuvent être placés dans des arbres, les plaçant sur des branches plus ou moins proches, en fonction des caractères homologues qu'ils partagent, comme celle du noyau que nous venons de voir. Alors on peut représenter toutes les formes de vie comme une sorte d'immense arbre généalogique, où chaque branche est un groupe d'organismes, et plus deux branches sont proches, plus les organismes qu'elles portent partagent des ancêtres communs. Le noyau, par exemple, c'est une branche qui sépare les eucaryotes, ceux avec les noyaux, des prokaryotes, ceux sans noyau. Pour les organismes multicellulaires, une différenciation cellulaire selon la localisation amène à une contrainte émergente de centralisation de l'information précieuse, dont le pinacle sera celle développée dans le règne animal, du latin anima, souffle ou âme. En termes de poids sur Terre, les animaux ne constituent pourtant qu'une extrême fraction de toutes les autres formes de vie, mais représentent pourtant une complexité exemplaire parmi l'ensemble du vivant. À noter que tous les animaux partagent avec les champignons, mais aussi un tas d'autres clades, un caractère homologue qu'on ne retrouve pas chez les autres eucaryotes, ce qu'on appelle dans ce contexte une synapomorphie. Ils sont en effet propulsés par un flagelle unique et non tracté. Cette caractéristique se retrouve dans les cellules du sperme des animaux et des spores de champignons aquatiques. De ce fait, les animaux et les champignons, fungus, appartiennent au clade des opistoconta, du grec opisto derrière et kontos flagelle. Chez l'homme, on le retrouve sous la forme du spermatozoïde, une des rares cellules motiles de l'organisme, contrairement finalement à la très grande majorité des organismes eucaryotes unicellulaires, qu'on appelle protistes. Autrement dit, les animaux et les champignons sont des cousins éloignés. Ils ont un lien qui se voit dans une caractéristique partagée, leur cellule mobile, comme le spermatozoïde chez nous. Il est poussé par un flagelle à l'arrière, comme une sorte de nageoire de poisson. Mais au contraire, chez d'autres organismes, c'est l'inverse en fait. Ils sont tirés par leur flagelle à l'avant, pas à l'arrière donc, comme un moteur placé devant une barque. À l'exclusion des éponges, la solution partagée par tous les autres animaux, regroupés dans le sous-règne des eumétazoaires, propose majoritairement par la présence d'un système nerveux. Eumétazoaire, du grec vrai, méta au-delà, et zoa, être vivant, animal. Voilà, pour résumer, les eumétazoaires sont des animaux qui ont des tissus organisés, comme le muscle, la peau, les nerfs, et on les oppose aux éponges, qui ressemblent davantage à un amas de cellules lâches qui fonctionnent ensemble, sans être vraiment spécialisés, un peu comme un groupe d'individus sans chef. Une des particularités qui unifie ce groupe est la présence dans l'embryogenèse de l'étape de la gastrulation. Mais alors vous me direz, qu'est-ce que c'est l'embryogenèse ?